Donc Marie-Josée, Erika, on est là. Est-ce que vous pouvez parler pour vérifier qu'on vous entend, s'il vous plaît? Marie-Josée. Je suis là. Ouais, On est là. Super, on vous entend très bien toutes les deux. Donc j'ai rajouté une webcam supplémentaire qui est celle-ci, d'accord? Qui est de la haute qualité normalement. Donc on espère que vous ayez une bonne image, parce que vous allez avoir en premier plan notre intervenant et l'écran derrière, parce que on ne pouvait pas faire un multipartage, c'était trop compliqué. Voilà. On peut baisser un petit peu sur la super. Et est-ce que vous voyez bien quand même, ou on va enlever les bouteilles? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est mieux. Voilà. Par contre, on va vous demander à tous les intervenants présents de parler beaucoup plus fort quand vous parlez, et à tour de rôle, parce que ça chevauche. Et nos interlocutrices, évidemment, vous entendent moins bien si vous parlez de... Certains doivent augmenter nettement le volume et éviter de parler en même temps, pour la fatigue de nos camarades auditrices. Merci. Outre-Marine. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on y est presque, hein, tu me dis qu'on lance... Quand tu veux. Allez, c'est en record? Ouais, okay. Ça tourne. Donc on record tout le monde, on se record, hop. Recording in progress. Voilà, comme dit la machine. On accepte, j'ai compris. Donc nous recevons Yann Min, qui nous fait le plaisir de nous consacrer un temps dédié, en complément de Emmanuel Forçant qui a rencontré tout à l'heure, qui nous a enchanté Emmanuel. L'approche générale. Donc Emmanuel a refait l'histoire du jeu vidéo, nous a posé des jalons, des repères, des perspectives un peu écourtées, mais qui nourriront cette matinée. Et donc Yann Min est artiste avant-garde numérique de premier plan, de premier front. Donc je vais te laisser te présenter, mais en tout cas, il est intervenu régulièrement à l'IHEST, donc il connaît un peu la formule. Toutefois, il se renouvelle à chaque fois, comme vous allez pouvoir constater. Et il apporte plein de choses que je vais lui laisser le soin de présenter. On a un temps assez confortable avec lui. Et il a préparé aussi à côté un travail spécifique qui fait qu'il y a une ressource documentaire. Il nous a écrit un article carrément. De sorte que je vais demander à l'IHEST que ça soit pris en compte. Artistique. Et il nous apporte des objets qu'il a fabriqués lui-même. Donc il est aussi les mains dans la pâte numérique, on pourrait dire. Donc je te laisse la parole. Est-ce que tu crois que tu peux baisser la lumière pour que la projection vidéo soit de meilleure qualité? Je ne sais pas, mais on va essayer d'explorer la pièce. Il y a des... Voilà. Alors est-ce qu'on va en laisser quelques... Laisse-en quelques-unes. Il n'y en a qu'un seul. Il y a deux interrupteurs, j'ai l'impression, donc si tu en laisses une... Non, en fait c'est pour les caméras. C'est pour qu'on ne soit pas trop sombre pour les caméras. Donc l'idéal c'est d'avoir... là on a une belle image. On a une belle image et il faut juste que, je sais pas... Ah oui, très bien, bonne idée. Bonne idée. Voilà. Non, t'embête pas. Étienne, c'est bon. C'est bon, il suffit de donner un petit peu de lumière. C'est bon, ça ira. Ça ira très bien. Bon, alors, je me présente. Donc déjà, pour les petites oreilles, c'est un jouet japonais que m'a offert mon épouse il y a plus de 10 ans maintenant, qui s'appelle des Neko Mimi, oreilles de chat en japonais, qui à l'origine sont fournies avec des oreilles de chat, hein, que j'ai customisé avec mon imprimante 3D, et qui en fait sont branchées sur mon cerveau via cette électrode-là, et qui bougent avec ma pensée. Alors en fait, scientifiquement, c'est vraiment un gadget, hein, c'est-à-dire cet appareil-là, ça s'appelle le NeuroSky Mindwave, en fait c'est fabriqué par les Américains, c'est l'interface neurale directe la moins chère du marché, et c'est les Japonais qui ont greffé les petits moteurs qui sont là, sur lesquels il y avait les oreilles de chat, sur lesquelles j'ai greffé ces oreilles que j'ai modélisées, qui sont inspirées de... et à tombe, qui sont inspirées de Brigairo Sekatonshir, qui est le héros de Masamune Shirow, celui qui a réalisé Ghost in the Shell, qui est un modèle cyberpunk, hein, qui est une référence de la culture cyberpunk. Alors lui, il a des grandes oreilles toutes droites, sauf que pour conduire une voiture, rentrer dans certains lieux, j'arrêtais pas de me cogner avec les grandes oreilles, donc du coup je les ai réduites et faites en plastique mou. Et ça mesure la fréquence de 3 Hz émise par les neurones en permanence.
Et lorsque je suis en pensée extériorisée, comme je suis actuellement, elles sont censées être droites. Et quand je suis en pensée intériorisée, soit en méditation, soit à réfléchir à un souvenir, elles sont censées se coucher. Je ne contrôle absolument rien, c'est juste pour la frime, mais on a vérifié que des experts de la méditation arrivent à les faire se coucher en 3 secondes, 10 secondes, assez rapidement. Et c'est un augmentateur de convivialité, ça me permet d'augmenter la convivialité, et c'est surtout dans mes conférences et dans mes cours, puisque je donne des cours dans les grandes écoles d'art et d'ingénieurs depuis des années. Ça me permet d'illustrer le futur vers lequel on se dirige, qui est un futur augmenté où, alors vous le voyez avec par exemple les montres Apple, où on pourra transmettre des informations à nos interlocuteurs supplémentaires de ce qu'on exprime déjà par le corps et nos mimiques. Ça exprime aussi la volonté, l'envie qu'ont les gens de se transformer entre autres en félin. C'est-à-dire le félin est une entité qui obsède les humains et il y a déjà des tas d'exemples de gens qui se transforment en félin ou qui essaient de se transformer en félin. On appelle ça les nécos, justement, ou les furies. Et c'est un vrai courant. Et donc on se dirige vers un futur où je dis souvent aux parents, nous avons effrayé nos parents parce qu'on est arrivé avec des piercings, des tatouages. Vos enfants vont être effrayés lorsque vos petits-enfants vont arriver à la maison et se seront fait greffer des vraies fourrures de félins et des vraies oreilles de félins. Alors ça, c'est la partie pour les oreilles. Pour clore le débat, donc je me présente, je suis je dirais à la fois un des plus anciens artistes cyberpunk. Cyberpunk, étymologiquement, ça veut dire voyou cybernétique. Et donc je me réclamais quand même d'une démarche cyberpunk avant que le mot ne soit propagé par William Gibson dans Neuromancer en 1984, et surtout le mot a été inventé par Bruce Beck en 1983 pour décrire en fait un type de gens qu'on appelle les voyous cybernétiques, les cyberpunks. Il faut savoir que tout le monde dans lequel nous sommes et les métaverses vers lesquels nous nous dirigeons émanent des cyberpunks. Et les cyberpunks, en fait, c'était avant que le mot n'existe. Hein. C'est un peu comme Karel Capek, comme si on disait l'inventeur du cyberpunk, c'est Bruce Beck et Gibson. C'est un peu comme si on disait que Karel Capek a inventé les robots. Karel Capek a inventé le mot robot, mais les robots existent déjà dans notre histoire sous des tas de formes. Et d'ailleurs, Théophile Gautier les appelait du joli nom d'ilotes à vapeur, avant que le mot n'apparaisse dans notre culture en 1921, dans notre histoire. Le théâtre nous a fait le cadeau du mot robot, puisque l'auteur dont tu parles est un auteur de théâtre, oui. Karen Chaplek, qui a inventé dans une pièce le terme robot. C'est ça, dans la pièce qui s'appelle RUR. Hein, qui est mondialement célèbre. Mais il n'a pas inventé les robots. La cyberculture, parce que alors, je suis un des rares enseignants avec quelques-uns dans le monde, à enseigner, à donner des cours dans les grandes universités, les grandes écoles, comme l'ANSAM, Polytechnique Hauts-de-France, et puis les Gobelins, etc., où je fais des interventions depuis plus de 15 ans, presque 20 ans maintenant, en utilisant un dispositif immersif vidéoludique que j'ai construit moi-même. Et au lieu de faire, vous voyez, du PowerPoint, je distribue à chaque étudiant cet univers-là, et il va m'accompagner dans mon métavers. C'est-à-dire, ça, c'est mon prototype de métavers que je construis depuis 2003. C'est-à-dire, le premier modèle de ce type-là, c'est en hackant un jeu qui s'appelle Unreal Tournament, que j'ai créé mon propre univers immersif en 3D temps réel et que je développe et enrichis depuis. Là, vous voyez ma première installation d'art vidéo que j'ai présentée au Centre Georges Pompidou, que j'ai reconstituée ici, qui va démarrer dans quelques minutes, et enfin, qui a déjà commencé, qui était sur un seul écran. J'illustrais la métaphore de l'aphorisme de Marshall McLuhan, qui est pour comprendre les médias, qui est le message chez le médium. Alors, j'ai filé à Étienne, parce qu'en 1 heure c'est très, très court en réalité, j'ai filé à Étienne des compléments à mon intervention. Ce qui fait que si je vais un peu vite, vous inquiétez pas, vous trouverez le détail avec les références littéraires, etc., des références que je suis en train de donner, en particulier Marshall McLuhan. Mais donc ça, c'est une installation que j'ai présentée au Centre Georges Pompidou en 1984, qui était une installation immersive qui décrivait une jeune femme prisonnière d'un métavers. Hein, elle était à l'intérieur d'un métavers qui était calculé par l'ordinateur, donc un monde informatique, et elle n'arrivait pas à se sortir de ce monde informatique. Elle ne voulait plus, la métaphore était qu'elle ne voulait plus réintégrer le monde réel, elle se complaisait et elle se préférait à l'intérieur du monde calculé
par l'informatique. Donc ça, c'est 1983. Je l'ai commencé aux Arts Déco en 1982. Ça paraît totalement précurseur, mais en réalité, je m'étais inspiré à l'époque des romans de Philip K. Dick et de John Brunner, qui sont des précurseurs de ces idées-là, dont un roman de Galouille qui est paru en 64, qui décrit des gens immergés à l'intérieur d'un ordinateur. Donc cette idée de l'immersion à l'intérieur d'un univers numérique, d'un univers immatériel, n'est absolument pas neuve dans notre histoire. Hein. Le concept de métavers préexiste à son apparition dans le livre de, je suppose que vous l'avez abordé, ou que vous allez l'aborder dans le livre de Neil Stephenson qui s'appelle Le Samouraï virtuel, qui est paru dans les années 90. Mais en fait, le concept est très antérieur, et c'est ça que je vais un petit peu vous développer, et que vous trouverez aussi dans mon fascicule. C'est que, en fait, le concept de métavers, je pense que vous l'avez sûrement évoqué, existe déjà dans l'imaginaire de l'humanité et dans les actions de l'humanité depuis la préhistoire. Hein. C'est un mème. Alors je vais vous parler des mèmes et de la négantropie. En fait, c'est un mème négantropique. C'est-à-dire... Alors justement, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. C'est le préambule. C'est le préambule. Donc là, je vous ai fait une petite introduction du Yanmin. Les cyberpunks, je vous le dis parce qu'on commence à le révéler maintenant. Il y a un très très bon bouquin qui l'explique, qui s'appelle « Aux sources de l'utopie informatique », que je vous conseille de lire. Hein, c'est vraiment une référence. Il y a deux bouquins que moi je vous conseille, qui sont excellents. C'est L'utopie de la communication de Philippe Breton, qui est déjà ancien, mais qui explique très très bien la cybernétique, l'histoire de la cybernétique et ce qui s'est produit il y a une cinquantaine d'années dans notre civilisation. Et puis, aux sources de l'utopie numérique, j'ai oublié son nom, mais en fait qui explique comment les hippies techno-américains, la jeunesse américaine dans les années 60-70, en particulier à travers le mythe de l'augmentation lysergique, c'est-à-dire par le LSD, ont déclenché la naissance de la Silicon Valley. C'est-à-dire la Silicon Valley, les ordinateurs et tout ça, on a d'un côté l'establishment ultra rigide américain qui est en train de développer les prémices de l'informatique, et les gens qui bossent dans les laboratoires, et donc c'est retracé maintenant historiquement, les gens qui bossent dans les laboratoires, en particulier à Palo Alto et ceux de Xerox, etc., le week-end descendent, se prendre des tripes d'acide avec les hippies, en particulier les Merry Pranksters, et sont habités par une idéologie, une utopie, qui est qu'on va pouvoir changer la société grâce à l'informatique. C'est-à-dire Ted Nelson, alors je vais vous le montrer. Voilà, c'est ce que j'appelle la croisée des chemins. Le personnage que j'utilise, qui est le plus emblématique, mais c'est toute l'histoire de la révolution culturelle qui est née aux États-Unis dans ces années-là et qui va donner d'ailleurs naissance au mouvement LGBTQI+, etc. Il y a un personnage que j'aime bien parce que j'ai eu la chance de le rencontrer avec Paul Kahn à Paris. Et j'ai même eu la chance de pouvoir l'initier à Second Life, au métavers. Il était très intéressé de savoir ce qu'était Second Life à l'époque, hein, dans les années 2007. Et vous voyez, son bouquin, c'est un point levé. C'est un point levé inspiré des Black Panthers. Alors, c'est évidemment inspiré des communistes italiens, des mouvements antifascistes communistes italiens. Le point levé est né de la lutte antifasciste des Italiens, mais il est repris par les Black Panthers. Et en fait, les Black Panthers sont un mouvement identitaire revendicatif aux États-Unis très puissant. Et Ted Nelson, qui est le mec qui va inventer le mot hypertexte, hein, il est connu pour ça. Il est sur un projet aussi énorme qui a été d'ailleurs avant l'heure un projet on va dire, de métavers. Il est convaincu que l'informatique va nous libérer dans un sens révolutionnaire, hein, dans une émancipation révolutionnaire. Et en fait, vous avez constaté que ça n'a pas vraiment bien marché dans ce sens-là, hein, l'évolution de l'informatique, mais tout ça me permet d'illustrer de façon emblématique, à travers Ted Nelson, cette utopie qui habitait une partie de la jeunesse américaine et des geeks américains. Du coup, je vais vous offrir, je l'ai apporté avec moi, mes cartes postales augmentées. Et en fait, j'ai fait une métaphore de une analogie de cette carte postale. Donc il faut filmer le QR code qui est juste derrière. Et vous voyez, j'ai fait, alors je ne vais pas vous le faire là parce que ça prendrait trop de temps, c'est une allégorie, mais la carte postale est augmentée et j'ai pris le point levé de Ted Nelson que j'ai mis dans la main d'un robot, hein, et le robot évidemment nous fait fuck. Hein, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc là, Étienne, tu peux leur faire passer les cartes postales et choisissez parmi toutes ces cartes postales celle que vous voulez garder. Alors,
je me déplace maintenant dans mon monde virtuel. C'est parti de la performance, on demandera une... Et bon, très certainement, j'ai oublié, j'ai tellement de choses à vous raconter que je vais en oublier. Étienne, tu m'avais posé une question, tu m'avais dit, ça serait bien que tu répondes à... J'ai oublié la question. Donc autant le faire tout de suite, comme ça au moins c'est évacué. Il m'était venu une question qui était, alors que tu as vu les métavers parmi d'autres qu'on a entendus, hein, on a parlé du deuxième monde, on a parlé de Second Life, une des questions était de savoir comment se fait-il que on en reparle si tardivement, ça n'arrive que 20 ans plus tard. Ça, c'était une des questions, et puis vous en aurez certainement bien d'autres de votre côté, mais moi, je donne un mot, c'est que la cyberculture, dans la culture de la cybernétique. Je sais pas, qui connaît l'histoire de la cybernétique ici, un petit peu? Vous avez entendu parler. Les origines de la cybernétique. La science du contrôle et du comportement, donc un grand projet. Du commandement. Science du contrôle et du commandement. Alors il y a plusieurs... Et du comportement, tu as raison, mais elle n'est pas dans... Oui, absolument. Il y a deux appellations. Tu as raison. Contrôle les commandes et contrôle les... Du comportement. Ça, c'était avec Rosenblatt, effectivement. Donc en tout cas, c'est une unification de plein de sciences pour essayer de tirer profit aussi bien de l'ingénierie technologique que des sciences humaines et sociales, de la zoologie, etc. Bref, ça vient sur le devant, tout le monde parle de cyber, tout le monde a oublié d'où ça vient. Et la cyberculture, simplement, 1983 à Beaubourg, avec son installation, Yann est déjà en train de secouer le cocotier institutionnel parce que le numérique a mis du temps à rentrer. J'ai foutu un sacré bordel à l'époque. Voilà, et donc avec le Néo-Muséum que vous voyez, donc le Néo-Muséum c'est cette installation, c'est pas que Yann soit un prêcheur, alors moi je l'ai défini comme à la fois porteur de la cyberculture, et dans le titre il y a marqué proto-métaverse. Donc quels sont ces proto-métaverses? C'est un terme que je t'ai collé, c'est moi qui l'ai collé. Qu'est-ce que c'est ces antécédents au métavers? Et d'autre part, attention, il est technocritique autant que cyberculturiste, c'est-à-dire qu'il nous apporte plein de techno. Donc la question c'était pourquoi depuis 20 ans? Pourquoi tu es en avance depuis 20 ans toi? Okay. Pourquoi on en reparle maintenant? Voilà, alors, mais il faut revenir en arrière pour y aller. Et puis il a expérimenté beaucoup de choses sur Second Life. Donc Second Life on l'a aperçu, on a parlé du deuxième monde, mais Second Life c'est quand même toujours quelque chose qui existe, et malgré les journalistes qui disent oui, il y a plus de monde maintenant sur Second Life qu'à la grande époque de 2007. Comment tu dis? Plus de monde maintenant sur Second Life. En 2007, en fait, nous étions... alors, j'ai eu la chance... Pourquoi je suis devant vous, parmi vous? Comment un artiste aussi allumé que moi vient faire des interventions dans le milieu scientifique, et ça depuis des années? C'est parce que je me suis immergé, je suis artiste, hein, je le revendique, et je me suis immergé, entre autres, à 200% dans Second Life, à l'époque où il existait. Et j'ai eu des expériences de conscience modifiées dans Second Life, dont j'ai témoigné, et à partir de ce moment-là, des scientifiques, hein, des gens qui ont une vraie formation scientifique, m'ont invité à participer à des colloques pour expliquer, par mon vécu et par mon témoignage, des éléments qu'ils avaient eux-mêmes identifiés d'une façon scientifique dans les univers, dans le comportement et dans la relation avec les avatars. Je peux vous faire, alors ça c'est un cours entier que je donne, hein, sur toutes les modifications cognitives que génère l'utilisation des avatars dans les mondes virtuels, l'utilisation intensive des avatars. Mais dont Étienne d'ailleurs, qui m'a fait Étienne déjà Armand, très tôt. En l'occurrence, quand je suis en position scientifique, et en fait on lui a demandé un chapitre, parce qu'on a un ouvrage qui s'appelle Les avatars jouables des mondes numériques, en 3 parties, théorie, terrain et témoignage, et on a fait place à des témoignages qui sont aussi essentiels à beaucoup d'égards pour la connaissance, dont le sien qui a structuré énormément de notions dont les porteurs. Voilà. Alors du coup, j'en profite pour rappeler, je vous parle sous licence artistique. C'est ça qui est génial, hein, c'est que je suis pas un chercheur, tout ce que je vous raconte n'a rien de scientifique, c'est de la pure subjectivité d'un artiste, Yann Min. D'accord? Mais il se trouve qu'il y a une relative pertinence entre mes intuitions et ce que les scientifiques sont en train de mettre en évidence en ce moment. Alors, je vais répondre à une de tes questions. En fait, je vais vous faire le truc le plus provocateur, l'intuition la plus forte et la plus provocatrice que j'ai eue ces dernières années. C'est pourquoi les métaverses deviennent aussi essentiels en ce moment et deviennent une obsession industrielle massive.
en ce moment. Et pas qu'industrielle, elle devient politique aussi. Alors que ça fait effectivement, on les pratique depuis au moins le deuxième monde de Cryo, de Philippe Ulrich, depuis 1999. Alors, regardez, j'ai fait ce qu'on appelle un data vise. C'est-à-dire là, ce qui est intéressant, donc je vous montre aussi un dispositif pédagogique. Pourquoi ces dispositifs pédagogiques immersifs en 3D temps réel sont extrêmement performants? C'est parce qu'ils permettent de faire de la scalarité. Alors la scalarité dans un sens particulier qui est qu'ils permettent d'appréhender des grandeurs que le cerveau humain ne peut pas appréhender avec un croquis ou un schéma, en particulier les grandeurs cosmiques. Donc là, on va faire un voyage dans le temps. Je suis revenu, j'aurais pu revenir, mais beaucoup plus tôt en amont. Je reviens dans le Paléolithique à moins 130 000 ans. Nous sommes 5 millions d'humains sur la planète. Et là, vous voyez, j'ai pris une voiture pour y avancer, parce que sinon on n'avait pas fini d'avancer. Là, je suis en train de remonter l'histoire de l'évolution de l'humanité depuis le Paléolithique. Alors vous imaginez, en croquis, je sors à l'autre bout de la rue, si je vous fais un abac de ce type-là, s'il n'est pas de type logarithmique. Et là, j'avance, j'arrive à mi-parcours, à peu près moins 30 000, moins 50 000 ans, c'est le moment où l'humanité s'entoure d'images. C'est l'apparition des premiers métaverses, en fait. C'est le moment, alors Teilhard de Chardin appelle ça la noogenèse et la noosphère, dans un point de vue mystique, qui est le mystique chrétien qu'est Teilhard de Chardin. Mais en fait, si on occulte, on oublie la partie mystique qui ne concerne que ceux qui sont habités par une mission métaphysique et qui voient le Christ cosmique, juste l'étage inférieur que développe comment il s'appelle, donc Teilhard de Chardin, c'est que l'humanité commence à générer un espace informationnel et spirituel autour de lui, gigantesque. Donc c'est la naissance de la noosphère, donc cette sphère de l'information qui nous englobe. Et Teilhard de Chardin fait une première inversion de pensée que va reprendre Richard Dawkins un peu plus tard, qui lui est un anti-religieux, athée, anti-créationniste radical, donc l'opposé dans sa posture, on va dire, personnelle par rapport à Teilhard de Chardin, qui va inventer le concept de mème, et qui rejoint, c'est la même inversion de pensée qui fait que Teilhard de Chardin, paradoxalement, et qui va rejoindre cette idée de l'information comme entité vivante. Je vais y revenir. Et là, je continue. Je viens de m'arrêter un instant à moins 30 000 ans, qui est important. Là, vous voyez, c'est long. Je passe la Vénus de Willendorf. Et nous sommes toujours à peu près 1 million, maximum 2 millions d'humains sur la planète. 2 millions, c'est dérisoire. Vous pensez bien que les mecs qu'on peint dans les cavernes, ils étaient tout seuls dans leur coin. C'est-à-dire sur la planète Terre, c'était un vide humain, en tout cas, incommensurable. Et là, j'arrive à un moment important dans notre histoire. Vous voyez les premiers mégalithes. Je dois être à moins 8500 ans. Et puis, moins 3000, c'est l'invention de l'écriture, entre autres. Les villes, l'écriture. Et là, on commence à augmenter. Le nombre d'humains sur la Terre commence à augmenter. Là, les temples, les premiers temples. Et regardez à quelle vitesse ça va. Là, j'ai un peu percuté le temps, puis c'est en train de s'effondrer. Nous sommes 200 millions en 400. 200 millions. On vient de passer de 2 millions vers la fin au début de la fin du néolithique à 200 millions. Et 2012, c'est juste à côté. Nous sommes 7 milliards. Et 2050, alors ça va se stabiliser là a priori, 2050, nous serons 9 milliards ou 10 milliards. Actuellement, les statistiques, c'est plutôt 10 milliards d'humains, dont les 2 tiers seront concentrés dans les grandes mégapoles existantes. C'est-à-dire actuellement, les populations, donc vous connaissez le problème en politique, on n'arrête pas de parler des problèmes de migration, mais ça, c'est un phénomène inéluctable à l'échelle planétaire. Les humains migrent et convergent vers les grandes mégapoles et mégalopoles existantes. Là, vous voyez à quel point c'est vertigineux. Vous voyez, j'ai une autre image là qui montre comment, en quelques siècles, à peine quelques millénaires, par rapport à l'évolution de la vie et surtout des humains sur Terre, on est en train d'augmenter massivement le nombre d'humains sur la planète. Alors, comment avons-nous pu... Parce que ça déjà au XXe siècle, déjà au XXe siècle, il y avait un problème à ce niveau-là. On avait une concentration urbaine de plus en plus importante. Comment a-t-on pu faire pour empêcher, comment a-t-on pu empiler des milliards d'humains sur la planète au XXe siècle dans des banlieues médiocres au niveau architectural, c'est les fameuses grandes cités qu'on a construites en dehors des villes, mais ça c'est à l'échelle planétaire, c'est des milliards d'humains empilés dans des grandes cités concentrationnaires. Comment a-t-on fait pour les empêcher de péter les plombs? Alors ils ont pété les plombs, mais pas tant que ça. Ça n'a pas déclenché de révolution planétaire, ça n'a pas déclenché de maladies massives.
quoique, hein, on a augmenté le nombre de tranquillisants à distribuer à ce moment-là. Comment a-t-on fait? Quel est l'outil que l'humanité a inventé qui permettait de faire en sorte que des milliards de gens sur la planète, et pas qu'en France, ont pu supporter la concentration dans des environnements médiocres en banlieue parisienne, entre autres? À votre avis? Bravo. En général, la réponse vient tardivement, mais je vois que je suis avec des experts. Hein. Voilà, c'est cet objet-là. C'est la télévision, qui n'est pas du tout anecdotique. Donc c'est le message chez le médium de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan a une formule excellente, un aphorisme excellent, qui est le message chez le médium. Pour Marshall McLuhan, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Marshall McLuhan, ce n'est pas le message qui change les gens et la société. Alors c'est inspiré de la théorie de l'information, qui est la théorie de l'information, qui est d'ailleurs une pensée qui a été générée par à la fois Shannon et Weavers, mais aussi par Wiener et toute la bande à l'époque qui vont générer la société dans laquelle nous sommes. Et en fait, la théorie de l'information, pour la théorie de l'information, est considérée comme message ce qui transforme le récepteur. C'est-à-dire, si il y a un message qui est émis et que le récepteur n'est pas transformé, ben, il n'y a pas eu message. Hein. Bon, donc, le message chez le médium est un peu dérivé de cette idée-là. C'est-à-dire, si ce qui va transformer, alors justement c'est ça qui est rigolo, ce qui va transformer la société et les gens, contrairement à ce que nos politiques croient, alors ça agit un petit peu quand même, la plupart des gens croient c'est le message, en fait non. Imaginez demain que je fasse comme dans V pour Vendetta, je hack France Télévisions grâce à ma chérie qui bosse aux infos, aux actualités, et je fais passer dans les bêta-cards un message révolutionnaire. Hein, révolution à 20h. Hein. Est-ce que je vais déclencher la révolution? Non, je vais faire du buzz pendant un maximum un mois, hein, mais si la révolution n'est pas prête à éclater, ça va rien faire, hein, ça va être juste ludique. Le message ne sert à rien. C'est-à-dire la majorité des flux télévisuels, audiovisuels, etc., qui circulent dans nos pays, servent de façon épiphénoménale locale, hein, et c'est surtout un divertissement. Ce qui change, ce qui a changé la société, c'est la télévision, c'est le médium lui-même. En fait, c'est ce qui a permis, entre autres, pas seulement, mais entre autres, le message, hein, c'est ce qui a permis, fondamental, c'est ce qui a permis d'empiler des millions de gens dans des univers médiocres, et on a ouvert une fenêtre sur un métavers, sur un des plus grands métavers de la planète, qui est le métavers télévisuel, hein, qui est l'espace de la communication de la télévision. Et c'est la fameuse messe de 20 heures, hein, ce que je vous raconte n'est pas du tout anecdotique en termes d'impact social et sociétal sur les gens. Que ce soit, alors l'exemple que je donne le plus souvent, c'est les photos des favelas, hein, en Amérique du Sud, hein, donc des bidonvilles. Donc vraiment, on est au sommet, pas au sommet, mais quand même dans une acmé de la misère sociale, urbaine, etc. Et on voyait à l'époque, quand la télévision était hertzienne, toutes les favelas, toutes les petites maisons étaient avec une antenne de télévision. La télévision permettait aux gens de s'ouvrir une fenêtre, de sortir de leur médiocrité quotidienne et de s'ouvrir une fenêtre sur le monde. Cette fenêtre qu'ils ont ouverte, c'était une fenêtre sur le cyberespace et un des plus grands métavers. Alors, juste fait aparté, je ne vais pas vous le montrer parce que ça prendrait trop de temps, mais les grands métavers dans notre histoire, selon moi, c'est au départ les fameuses grottes, les peintures pariétales, les fameuses grottes préhistoriques. On voit l'humain s'entourer d'un univers qui n'est pas réel, c'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'il y a beaucoup, alors il y avait une relation certainement aux chamans et à des drogues chamaniques, mais il n'y avait pas seulement leur quotidien qui était représenté, et d'ailleurs très peu leur quotidien. Ce qui représentait souvent, c'était des êtres imaginaires. On est déjà dans Game of Thrones à l'époque de la préhistoire, mais un Game of Thrones chamanique dans le contexte où on va représenter des métavers. On va représenter des univers qui ressemblent au réel, mais qui ne sont pas calqués sur le réel. Je dirais qu'il va y avoir l'écriture, évidemment. L'écriture est un des plus puissants générateurs de métavers, avec des grands métavers qu'on connaît, la Bible, et le plus ancien des métavers, c'est dont on a une trace historique scientifique, c'est l'épopée de Gilgamesh. Hein, l'épopée de Gilgamesh est une merveille de métavers qui vous raconte, qui vous construit une cosmogonie complète. Si on a un peu de temps, je reviendrai sur les métavers de Gilgamesh. Le troisième qui émerge, extrêmement puissant, c'est la Renaissance avec la perspective. La perspective ouvre des fenêtres
sur de nouveaux métavers. Hein, c'est-à-dire la figuration réaliste, la démarche de la Renaissance, c'est avec la perspective d'ouvrir, on ouvre dans les murs, on casse les murs et on ouvre des fenêtres. À Rome, il y a deux tableaux emblématiques qui se font face à face, pareil on y reviendra, où on oppose justement la pensée scientifique naissante à l'époque à l'espace mystique. Hein, c'est deux moments qui s'opposent avec avec l'apparition de la Renaissance et des métavers de la Renaissance. Et le troisième, le plus puissant, c'est la télévision. La télévision va permettre d'ouvrir, alors il y en a d'autres, hein, plein de petits, etc., mais c'est vraiment des trucs que je pense structurels de la société à grande échelle, c'est la télévision. Alors, je viens de vous montrer que nous nous dirigeons vers 10 milliards d'habitants sur la planète. L'enjeu, c'est lequel en ce moment? L'enjeu des métavers, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir proposer à des milliards d'humains actuellement, où on se dirige, enfin, je vais vous esquisser mon futur dystopique assez jubilatoire et cyberpunk, on se dirige qui fait peur, hein, moi qui me fait un peu jubiler, mais qui fait peur, mais que je pense est réaliste, hein, c'est qu'on se dirige vers un futur et on a tous les indices là actuellement qui se mettent en place où on va confiner les humains dans les mégalopoles. On va commencer à réduire la possibilité et la capacité des humains à circuler. Ça commence déjà, hein, on a déjà eu les gilets jaunes qui se rebellent à cause de quoi? À cause des taxes sur l'essence, hein, sur le transport, sur les énergies fossiles, et les grands parcs internationaux, nationaux et internationaux commencent à réduire leur flux de personnes qu'on accepte hein, dans les grands parcs. Et on commence à réguler et à réduire les possibilités de déplacement des humains à grande échelle sur la planète. On commence à empêcher aussi d'acheter, de s'installer dans les petites maisons écologiques dans la prairie. Ce rêve écologique qui nous habite, qui est un mème aussi, qui nous fait croire qu'il y a une alternative possible, mais il n'y a pas d'alternative possible à l'échelle de 10 milliards d'humains, c'est qu'on va construire, bâtir un habitat écologique vertueux, autonome dans les campagnes. Alors si vous prenez les 10 millions de Parisiens et que vous les étalez horizontalement, vous rasez la Beauce. Hein, c'est-à-dire qu'on bétonne tout autour de nous. C'est en fait une catastrophe écologique. On ne va pas pouvoir offrir un habitat vertueux écologique aux milliards d'humains de la planète. Ça, c'est pas possible. Il n'y a que les nantis qui vont y avoir accès. C'est déjà en route. Hein. Et déjà, si moi je cherche une maison avec ma chérie en Bretagne en ce moment, et on voit les plus qui interdisent hein, de construire, quasiment tout est agricole, est devenu terre agricole. On ne veut plus que les gens se mettent à bétonner les terres en Bretagne. Et on ne peut construire, si on veut construire à zéro, que dans les lotissements à proximité des grands centres urbains. Tout ça est en train de se mettre, on appelle ça le mitage, alors ça a un nom, on essaie d'empêcher le mitage, c'est-à-dire la répartition horizontale, la dispersion horizontale des humains. Alors, comment allons-nous faire pour ne pas péter les plombs dans nos petits immeubles, dans nos petites maisons en béton, dans les grandes banlieues, parce que ce n'est pas le centre-ville parisien hein, qui est concerné par ça, c'est toutes les grandes banlieues. Là, on habite dans le Palacio d'Abraxas, construit par Beaufil à Noisy-le-Grand, et tout autour de nous, et on le voit dans toutes les banlieues, là, ça grandit, hein, ça bétonne et ça construit massivement. Pourquoi? Parce qu'il y a de la demande. Il y a des millions de gens qui sont en train de converger vers les grandes villes actuellement et qui cherchent un habitat. Eh bien, le futur, bah, c'est ça, c'est les métavers. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir proposer aux gens un espace, c'est la télévision puissance 10 000. Il va falloir pouvoir proposer aux gens un espace qui soit beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus intéressant, voire même plus performant que notre relation au réel. Et donc c'est ça le moteur principal. C'est-à-dire en ce moment, pourquoi tous les gros industriels, les politiques, etc. sont obsédés par les métavers, c'est parce qu'on sait que c'est un futur inéluctable. C'est un futur transitoire, je vous rassure. Alors, ça ne va pas beaucoup durer, mais donc, l'enjeu, là, en ce moment, et c'est pas au point, là, c'est aussi l'autre truc que je voulais vous dire, ça marche pas. C'est-à-dire, actuellement, les technologies actuelles sont largement insuffisantes pour permettre de construire un métavers plus performant que notre relation au réel. Mais on est en bonne voie. Hein. Moi, je donne, ça va marcher dans 15 ans, quoi, dans 15 ans à peu près. Mais là, actuellement, comme je donne des cours en immersion, vous voyez, j'ai essayé de donner des cours dans des casques de VR à 50 étudiants. Vous ne faites pas tenir 3 heures 50 étudiants avec un casque VR. Hein. Pour l'instant, c'est insupportable. Ils tiennent 3 minutes, 10 minutes pour la plupart, pas plus, parce que ce n'est pas encore au point, mais ça va venir. Alors, je vais juste terminer sur une note plus ou moins positive, c'est-à-dire que on va refaire le trajet en voiture pour aller
au bout du chemin qui nous attend. C'est-à-dire qu'en fait, cette période vers laquelle on se dirige là actuellement est transitoire. Et en fait, vous avez des démonstrations très claires avec Elon Musk, comment il s'appelle, le mec d'Amazon, Bezos, etc., qui sont des multimilliardaires, mais qui sont emblématiques, qui sont intéressants, parce qu'ils sont en train d'anticiper le futur. Hein, avec leur fortune, ils propagent et ils rentrent, ils sont contaminés par des mèmes ancestraux de l'histoire de l'humanité. Le futur, c'est là. Hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se dirige vers un futur, on va migrer. C'est-à-dire l'humanité est partie pour migrer massivement vers les planètes proches à travers les gigantesques vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux O'Neill. Je vais vous en montrer un. Alors là, je vous montre un mème. Tu me dis combien de temps il me reste, qu'on se laisse du temps pour les questions? 7 minutes. Il me reste 7 minutes? 10. 10. D'accord. Ok. Alors, je vais aller très très vite. Non, alors 15. Allez, 15. Donc là, j'ai modélisé un des plus anciens mèmes de l'histoire de l'humanité. Alors du coup, je vous fais qui est l'arche d'Atrahasis, c'est-à-dire qui est antérieure à l'arche de Noé. Nous, on a on va dire les séquelles des Mésopotamiens, hein, c'est-à-dire qu'on a en fait deux grandes étapes dans ce mythe même. C'est l'origine, ça serait les Mésopotamiens, mais tout bêtement parce que c'est la seule civilisation ancestrale dont nous ayons la trace écrite de leur mythe. Hein, c'est-à-dire scientifiquement, on peut dire à moins de 2500 ans, ils se racontaient ces histoires-là en Mésopotamie. On peut spéculer moins 6000 ans. En réalité, ces textes-là, comme la plupart de nos grands mythes, datent de moins 6000 ans. Mais scientifiquement, on peut dire qu'au moins, à moins de 1500 ans, les Mésopotamiens se racontaient une histoire de déluge et d'arche. Et vous voyez, je l'ai représentée ronde, là, parce qu'on a traduit récemment, il y a 5-6 ans, en Angleterre, à la grande, comment ça s'appelle, la Bibliothèque royale anglaise, ils ont traduit une tablette mésopotamienne qui est celle-ci, et qui décrit l'arche. Il y a les plans de l'arche dans cette tablette, et elle est décrite ronde, comme leurs bateaux de l'époque, comme leurs petites embarcations de l'époque. Donc je l'ai représentée ronde. La seconde occurrence de l'arche de Noé, c'est, comment il s'appelle, le Bhagavad Gita, hein, c'est Vishnu. Alors je vous le raconte très vite parce que c'est intéressant. Vishnu, un disciple de Vishnu voit un petit poisson qui fuit dans un ruisseau, il l'attrape, qui fuit un danger. Il l'attrape, le pose dans une amphore. Là, il grandit, donc il le sort de l'amphore, le met dans une bassine. Il grandit, il l'amène dans un lac. Il grandit encore et là il le traîne et le met à la mer. Et là le poisson le remercie et se transforme en Vishnu. C'était l'avatar, donc c'est là qu'apparaît le mot avatar dans notre histoire. C'était l'avatar de Vishnu, hein, qui émerge, qui se transforme en Vishnu avec ses 4 bras tout bleus, etc. Et il explique à son disciple, je suis en train de me fighter grave avec un démon sous-marin que vous voyez représenté là dans cette gravure du XIIIe siècle. Et vous voyez, Vishnu sort d'un poisson. Dans beaucoup de représentations, il sort d'un poisson. En fait, il sort de son avatar de poisson, qui a un nom, j'ai oublié, et il se bat contre un démon sous-marin qui sort d'un coquillage. Et il explique à son disciple, la baston que je vais me faire va ravager la planète, va générer un déluge, va tout détruire. Il faut que tu fabriques un arche pour sauver la vie. Il faut que tu récupères une espèce de chaque. On a vraiment l'anticipation de l'arche de Noé, une espèce de chaque pour sauver le vivant. Et ce mythe-là, il y a même dans certains textes à côté où Vishnu sort de l'océan pour tirer l'arche hors de la zone de combat. Donc c'est assez détaillé. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un mème dans le sens de Richard Dawkins, qui va donner... Et alors, c'est de façon très provocatrice, j'explique que ce n'est pas les scientifiques qui sont en train d'envoyer des fusées dans l'espace, ce n'est pas les chercheurs de la NASA, etc. C'est une provocation, c'est nous les artistes. C'est-à-dire c'est nous qui, depuis des millénaires, transmettons par les légendes, par les romans, par les contes, ces mèmes-là, ces mèmes structurels. Et on se dirige vers un futur, là je l'ai représenté. Ce sont les vaisseaux O'Neill. O'Neill, c'est un physicien qui a imaginé ces fameux vaisseaux qui tournent sur eux-mêmes et qui, pour générer de la pesanteur. Récemment, j'étais mort de rire quand j'ai lu ça, Bezos le premier dit « je vais construire les vaisseaux O'Neill » et tout de suite après, non c'est pas Bezos, Elon Musk dit « je vais construire les vaisseaux O'Neill » et Elon Musk, Bezos s'est rajouté dans la compétition, a dit « moi aussi, je vais construire les vaisseaux O'Neill ». Et alors, je vous montre une dernière image juste vite fait parce que c'est assez jubilatoire. Là, dans les allées, alors je raconte évidemment, hein,
vous imaginez, c'est 4 fois 3 heures de cours. Hein. Le cours, l'extrait que je suis en train de vous donner, c'est 4 fois 3 heures. Donc là, je suis obligé de speeder très vite. Et là, je vous montre, parce que moi, il m'a fait totalement jubiler, parce que c'est la part artistique des mèmes, puisque nous transmettons l'homme, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Là, je vous dis, Kubrick, très volontairement, a fait une métaphore sexuelle puissante dans la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, regardez bien le vaisseau, le grand vaisseau Discovery qui arrive près de Jupiter, c'est un spermatozoïde. C'est une image de spermatozoïde. Et là, vous dites, ouais, mais Yann, t'es gentil, mais là, t'es en train de projeter tes propres fantasmes. N'empêche, parce que c'est vrai qu'il n'a rien écrit là-dessus, la fin de 2001 est quand même explicite. C'est cette image-là, qui est complètement absurde, surréaliste. C'est un gigantesque bébé qui grandit dans l'univers. Hein, donc s'il n'est pas explicite, là... donc il est bien en train d'expliquer que l'humanité est en train de féconder l'univers. Ce processus de fécondation de l'univers par l'humanité, mais en fait par le vivant, nous ne sommes que l'expression du vivant. Nous sommes le seul organisme sur la planète qui a la capacité de nous d'affranchir le vivant de la pesanteur terrestre. Il n'y a pas un seul autre organisme sur la planète qui peut lancer des fusées dans l'espace. Hein. C'est l'humanité. Et donc l'humanité, par un processus qui s'appelle la négantropie, est en train de poursuivre l'expansion du vivant en dehors de la Terre pour ensemencer le cosmos. Sauf que là, c'est trop tôt. Hein. Vous, moi, c'est beaucoup trop tôt pour embarquer dans les grands vaisseaux au Nil. Donc on va avoir cette période de transition hein, des métavers. Confiné en attendant le grand départ. Je termine, et tu m'arrêtes, hein, je termine sur les mèmes, donc sur les mèmes et la négantropie. Alors d'ailleurs je vais le faire, là j'ai représenté une des grandes intuitions du transhumanisme, enfin plutôt des singulatariens de, comment il s'appelle le mec de Google là. Kurzweil, voilà. Une des grandes intuitions de Kurzweil, c'est pas il y a beaucoup de choses intéressantes, mais il a un grand délire à un moment, c'est qu'il appelle ça le canonical milestone. Et il va reprojeter ça c'est la partie la plus intéressante que je trouve chez Kurzweil, il va reprojeter ce qu'on appelle la loi de Moore. Si vous ne savez pas la loi de Moore, on fera une aparté pour en parler. Mais en gros, il y a un doublement de la complexité du traitement de l'information dans l'informatique depuis 60 ans. Et il va faire une extrapolation inverse. S'il y a un doublement du traitement de l'information, entre autres dans l'informatique et donc dans notre culture depuis 60 ans, que s'est-il passé avant? Et il fait une courbe logarithmique inversée où il part à moins 1000, moins 10 000, moins 100 000, moins 1 million d'années, etc. Et il met en évidence qu'il y a un doublement de la complexité informationnelle du vivant. Hein, le vivant devient de plus en plus complexe par étape de doublement, de 4 milliards à 2 milliards, à 1 milliard. C'est sur une courbe logarithmique de doublement. Et en fait, donc j'ai reproduit ça, donc ça marche à peu près. Il y a bien un processus de complexification du vivant, et en fait, il n'a rien inventé. Ce concept-là a été inventé par deux allumés total, parce que c'est ce que je vous explique dans les addendums, c'est que les grands scientifiques ont toujours un moment où ils partent en live. Quand vous lisez leurs textes, ils sont super rigoureux, puis tout d'un coup, il y a un moment, on est en pleine poésie scientifique. Moi, j'appelle ça la poésie scientifique, ils expriment leurs intuitions, sauf que leurs intuitions sont basées sur un tel bagage scientifique que leurs intuitions sont souvent assez géniales. Mais elles ne sont pas vérifiables ni vérifiées scientifiquement. Et donc chez Wiener, et ces deux allumés-là, que sont Wiener et Schrödinger, et là on découvre que Schrödinger c'était plus qu'un allumé, hein, ils ont formalisé ce concept-là. Alors vous voyez, je les ai représentés dans la grotte, là. Ils sont là tous les deux. Là. Je les ai mis côte à côte, Wiener et Schrödinger, en version calculée par IA. Ça c'est aussi la grande révolution qu'on vit actuellement. Les intelligences artificielles nous permettent, à nous illustrateurs, artistes, de nous assister à créer de nouvelles images rapidement. Et donc je les ai formalisés tous les deux, je les ai fait calculer. Alors ça me permet de ne pas avoir payé de droits éventuellement sur les photos de Wiener, pour l'instant de Wiener et Schrödinger, puisqu'elles sont réinterprétées par l'intelligence artificielle. Et là je représente ce moment que Théard de Chardin appelle la noogénèse, où l'humanité, alors j'ai mis la femme de Cro-Magnon pour être équitable derrière, va commencer à peindre, et on sait maintenant qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peint les peintures pariétales, c'est la forme des mains.
Et j'ai représenté là, ici, vous voyez, il y a Théard de Chardin recalculé par la proposition de l'intelligence artificielle sur la tête de Théard de Chardin. Ce qui n'est pas inintéressant. J'ai représenté Niels Stephenson et Philippe Cadic, qui sont les premiers avec Dawkins à imaginer ce concept de mème dans le sens qu'il a. Et puis j'ai représenté aussi, donc je vais vous montrer, je terminerai sur Dawkins et les mèmes. Voici Richard Dawkins vu par l'IA. Et Dawkins, c'est un scientifique anglais qui sort un bouquin en 76, donc c'est pas nouveau ce mot-là dans notre culture, en 76, qui s'appelle The Selfish Gene. Alors pareil, sur un des documents que je vous ai mis, il y a la bibliographie que je donne à mes étudiants en PDF, parce qu'évidemment les grandes écoles, ils veulent pas juste un support numérique, ils veulent aussi le PDF. Et donc vous trouverez le texte, j'ai mis en exergue le texte de Dawkins qui est génial, qui est un grand moment de poésie scientifique. Et en fait, il travaille sur les gènes. Donc ce bouquin est très intéressant à lire. Il explique que la finalité, il va à l'encontre de la pensée du 19e siècle où l'humain est une finalité hiérarchique dans l'évolution du vivant, soit mystique, c'est-à-dire nous sommes les enfants de Dieu, soit darwinienne, mal interprétée, où nous serions le sommet de la prédation, de l'évolution prédatrice du vivant. En fait, il dit non, le sommet de l'évolution, ce sont les gènes, tout bêtement. Et l'humanité n'est qu'un instrument des gènes, c'est pour ça qu'il appelle ça les gènes égoïstes, pour assurer leur propagation et leur duplication. Et puis à un moment, il y a un petit paragraphe très court, vers les 2/3 du bouquin, et là j'ai totalement jubilé quand j'ai vu le texte original parce qu'il m'a éclaté grave, où il dit, mais je pense, alors là il prend une formulation poétique, il dit, je pense qu'il y a un nouvel réplicateur qui vient d'émerger dans la soupe j'allais dire populaire, la soupe culturelle de l'humanité. Donc il y a deux références intéressantes. Réplicateur, soupe. Soupe, il fait référence à la soupe primordiale. Donc il fait référence à l'aube de la vie. Réplicateur, c'est ces entités dont on n'a aucune trace actuellement. C'est-à-dire qu'on sait qu'avant, au tout début de la vie, il y a à l'échelle nanomoléculaire, à l'échelle des molécules, des organismes moléculaires qui ont commencé à se répliquer. On les appelle les réplicateurs. Et ceux qui n'ont pas pu se répliquer de façon pérenne ont disparu, mais tout le vivant est l'héritage de ces premiers organismes qui ont commencé à se repliquer, que les chercheurs cherchent à reproduire actuellement. Donc ils ont disparu, on n'a évidemment pas de traces fossiles, parce que c'est à l'échelle atomique de ces organismes-là, on va avoir des traces des fossiles beaucoup plus gros, beaucoup plus grands, qui vont émerger quelques temps plus tard, et qui sont avec l'ADN, dont l'ADN est le moteur principal. Donc il fait référence à ces réplicateurs. Et il dit, un nouveau réplicateur est apparu dans la culture humaine, et en plus il a une formule très regrette, il dit « qui nous regarde bien en face ». Donc on est vraiment dans une formulation poétique. C'est-à-dire on n'est pas du tout ce truc-là qui nous regarde bien en face, ça n'a rien de scientifique. Et il dit « j'aurais bien aimé l'appeler mi-mème, mais je préfère le mot français « mème » parce qu'il sonne comme « gène ». Donc c'est bien un mot qui vient du français. En plus, j'ai eu 3 orgasmes quand j'ai lu son texte. J'ai dit waouh. Et en gros, pour résumer, l'idée de Dawkins rejoint l'idée de Théard de Chardin. Théard de Chardin fait une inversion de pensée où il dit c'est pas nous qui générons la noosphère, c'est-à-dire cet espace informationnel qui nous englobe, c'est lui qui nous génère. Et alors Théard de Chardin passe l'étape mystique en disant c'est le Christ, la noosphère c'est un Christ cosmique. Alors là il va se faire interdire de communication totale par sa hiérarchie jésuite, vous imaginez pour les chrétiens à l'époque, pour la hiérarchie, on se fout sur la gueule grave sur la définition du Christ depuis 2000 ans, on ne va pas rajouter un Christ cosmique psychédélique par-dessus. Mais cette idée va s'ancrer dans la culture chrétienne, donc Théard de Chardin est devenu une espèce de modèle de la modernité chrétienne actuellement, mais Dawkins, qui est un justement créationniste, va faire la même inversion de pensée. C'est-à-dire, les idées et les concepts sont des entités vivantes qui se servent de nous pour se reproduire et se propager. Alors évidemment, tous les biologistes, et d'ailleurs sur une logique darwinienne, il va préciser, tous les biologistes de la planète vont hurler en disant ça, non, pas du tout, ça n'existe pas. Les organismes biologiques, les idées, les concepts ne se reproduisent pas sur une logique darwinienne comme les organismes vivants. Mais par contre, les artistes comme moi, c'est waouh, pareil, 4 orgasmes là. Mais ouais, je connais ce qu'il est en train de décrire. C'est-à-dire que nous, notre travail d'artiste, c'est de capter des mèmes, de les redigérer et de les retransmettre
et les réactualiser. En fait, nous réactualisons toujours les mêmes mèmes. Et quand le mème que nous captons sont puissants, ben on fait des tubes, on fait des best-sellers, on fait des trucs comme ça. Mais vous retrouverez dans la très très grande majorité des best-sellers et des tubes les mêmes structures mémétiques très anciennes qui datent de l'aube de l'humanité, dont par exemple la quête de sauver la vie. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le mème de l'arche et du déluge? C'est va y avoir une apocalypse, c'est-à-dire la vie risque de disparaître, il faut la sauver. Et ça, c'est une métaphore analogique faite par les artistes tout bêtement, d'informations subliminales, structurelles, organiques transmises par les gènes. Hein, et c'est pour ça que ça parle à tout le monde, et pour ça que c'est très très puissant. C'est parce que nous avons une relation cachée, secrète. Et les métaverses, évidemment. C'est un des plus grands mèmes de notre histoire. Je ne vais pas le détailler, mais vous faites le rapport, vous le ferez certainement, vous l'avez déjà fait, avec la caverne de Platon, avec aussi l'idée de Pi, c'est-à-dire que l'univers serait de nature mathématique, hein, et qu'il suffirait qu'on trouve l'algorithme universel pour maîtriser, manipuler l'univers. Donc ça induit que l'univers a une autre dimension, donc ça rejoint l'idée de métaverse, méta-univers. Je ne vous ai pas parlé de technique sur les métavers, mais c'est dans le texte que je vous ai adjoint. Je m'arrête là pour laisser la place aux questions. On a combien de temps pour les questions? 20 minutes. Ah, bah ça va, ça nous laisse un peu de temps. Performance. Merci. Nous n'avons pas pris de substance, hein, c'est normal. Dernier point, je vous le dis parce que je vais oublier de vous le dire. Vous pouvez télécharger le No Museum sur mon site qui s'appelle No Pédagogie, N2O. Tout ce que je fais, il y a écrit No devant. Donc vous cherchez No Pédagogie, tout bêtement sur Internet, hein, No Pédagogie, et vous trouverez une page où vous pouvez télécharger le PDF et les versions Mac, PC, Linux du No Museum. Il faut alors... Non, ça c'est pour les cours, c'est-à-dire vous le manipulez via le clavier de l'ordinateur. En plus j'ai simplifié l'interface, la majorité dans Unity des interfaces, je rentre dans le détail là, mais vous êtes obligé de manipuler une souris en même temps. Vous regardez, vous avez les deux mains prises, comme en cours c'est pas très pratique, j'ai fait en sorte que l'interface fonctionne avec juste 3 doigts, hein, sur les flèches, c'est-à-dire vous déplacez vos personnages avec les flèches, vous faites T pour changer de caméra, vous avez plusieurs caméras. Donc la caméra principale, c'est celle-là. Et en fait, c'est pour les cours. C'est une question pédagogique. C'est que si je suis derrière l'ordinateur, ça fait écran avec les élèves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas très judicieux en cours. Donc j'ai déporté les manipulations avec l'interface qui me permet de me balader, comme vous avez vu que je le fais, et de ne pas être rivé à l'informatique. Alors juste avant de vous donner la parole, je recadre sur 2 choses. La première, avec la masse d'informations et de points de vue et de thèses défendues, on pourrait avoir 5 ans de débat et de controverses intellectuelles sur la pensée permise. 5 ans, c'est sympa, hein, c'est au moins 20 ans. Parce qu'on va vite, on est bon ici. Donc ça, c'est tous les points. Et donc je veux juste mentionner qu'on pourrait rentrer dans une logique de tiroir sur un débat sur la pensée permise, sur la diffusion de l'humanité en univers, sur l'étalement urbain ou pas. Donc voilà, je fais attention à ça. Parce qu'on a quand même la chance d'avoir Yann qui a été immergé de façon intensive dans ce monde-là, qui a fabriqué des lieux, qui a reçu des gens, qui a vécu beaucoup de choses qu'on a témoigné, etc. Et du coup, c'est l'occasion aussi, peut-être, selon vos questions, de ne pas se perdre dans les débats métaphysiques, mais d'avoir du concret. Donc ne perdez pas ce côté-là, mais vous pourriez, hein, après il a écrit ailleurs. C'est à votre guise. Et donc la question aussi des métavers, parce que dire comme toi que YouTube et ceci c'est métaverse, que les cavernes étaient métaverses, voilà, on peut toujours assimiler les églises aux premières expériences de réalité virtuelle, on peut toujours, mais c'est quand même intéressant, vu que tu nous as fait la liste de ce que n'est pas un métaverse, de se concentrer sur ce qui y ressemble, donc le proto-métaverse, plutôt technologique, et c'est pas pour faire le censeur, mais voilà, on a quand même un objet qui nous tient à cœur, et toute comparaison à analogie est intéressante, et donc bienvenue, pas de censure, mais ne perdons pas de vue que c'est une analogie. Oui, et tu as complètement raison, et juste j'en profite pour vous signaler que dans les addendums PDF que j'ai transmis à Étienne pour vous, il y en a un qui va vous paraître aride, mais qui est essentiel, c'est le cours que je donne. Je donne des cours dans les grandes écoles, et en particulier à l'Intuit Lab, où j'enseigne aux étudiants à fabriquer des métaverses, très très concrètement, à travers des outils très concrets, qui sont les outils de 3D, et des outils comme Unity. Et donc c'est mon cours qui est basé essentiellement sur, parce que les nouveaux étudiants maintenant, ça les gaffe qu'on ait un prof qui leur explique des trucs, ils préfèrent fonctionner avec tutoriaux, donc vous trouverez aussi tous les tutoriaux. Donc si vous avez le courage et l'envie, vous prenez ce PDF et vous faites les tutoriaux qui sont expliqués, qui vous permettraient de construire des choses comme ça. Vous voyez,
Oh là, c'est beaucoup, hein. C'est quand même un cours de Master 2. L'exécution. Si vous êtes doué, vous le faites en une après-midi. Si vous n'êtes pas doué, ou plutôt si vous êtes novice, si vous êtes novice, ça peut durer 10 heures. Pas 3 semaines. Non, pas 3 semaines. Ça va vous prendre 3 ou 4 après-midi. Hein, parce que vous devez appréhender l'outil informatique lui-même. Vous voyez ce que je veux dire. Mais quelqu'un qui est un étudiant d'art, maintenant, le fait en une après-midi. Et certains même le font en moins d'une après-midi. Hein, et ça vous initie. Alors, ça vous initie à l'outil principal, l'un des outils principaux utilisés par ceux qui développent les métavers actuellement, qui est Unity, et l'autre, c'est Unreal. Si vous ne fabriquez pas un métavers totalement codé à zéro, ce qui là devient une gageure, qui devient du très haut de gamme. Ces préalables ayant été donnés, j'ai vu 2 mains se lever d'emblée et une main se... C'était juste une question. Quand si on télécharge cette application et qu'on y rentre, est-ce qu'on rentre dans votre métavers? Non. Là, c'est pas interactif. Il y a une arnaque. Oui, tu te promets. Alors, il y a une arnaque. Il y a une arnaque. Parce que comme Zuckerberg a complètement vulgarisé le terme de métavers, comme Zuckerberg, je me le réaccapare. Hein. En gros, ça, c'est un FPS. C'est-à-dire, historiquement, je suis plus proche d'un first-person shooter que d'un métavers, dans le sens que... c'est un FPS. C'est un jeu de tir à la première personne. C'est ça, en fait, mais très certainement, les autres intervenants vont vous l'expliquer, mais les métavers émergent aussi de l'histoire du jeu vidéo. Vous l'avez vu ce matin, je pense. Hein, donc. Ça s'appelle un jeu de tir à la première personne. Donc FPS. FPS, First Person Shooter. Et voilà. Et les FPS ont donné les MMORPG. Vous avez dû entendre cet acronyme. Et les MMORPG ont donné les métavers. Alors, les MMORPG, c'est les jeux massivement multijoueurs en ligne, donc massivement multiplayer, online role-playing game. Et donc, c'est des mondes qui accueillent plusieurs personnes en simultané. Où est l'arnaque? Mon arnaque? Alors, c'est une semi-arnaque avec Alexis Éloire, qui est enseignant qui a des élèves qui fabriquent aussi, qui travaillent sur les métavers en ce moment. On est en train de travailler dessus, c'est-à-dire que la partie compliquée des métavers, c'est en fait la partie essentielle, je dirais, c'est les avatars multijoueurs. C'est-à-dire que vous pouvez m'accompagner à l'intérieur du monde virtuel. Hein, c'est-à-dire que là, je triche, mais ça marche très bien, en fait. Alors, je vous explique le problème que j'ai eu. J'ai commencé avec Unreal Tournament, où justement, on était multijoueurs. À l'époque, il fallait se mettre en LAN, c'est-à-dire se connecter, ce qui était assez laborieux, en RJ45, en réseau local, ou passer par Internet si on pouvait. Sauf que, comme je donne des cours dans les grandes universités, les grandes écoles en France depuis X années, en fait, on a 30 ans de retard. On a 30 ans de retard, mais pas que, hein, pas que nous. Et en gros, à chaque fois que j'ai voulu brancher un réseau dans une grande école ou dans une université, les firewalls me bloquaient. Et en particulier Second Life, interdit total. Et il fallait faire venir un ingénieur, en plus à haut niveau, quoi, à chaque fois un ingénieur de réseau qui venait ouvrir les ports et faire en sorte que je puisse me connecter sur Second Life dans le cadre de mon cours. Donc ça, c'était pas jouable. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai éliminé la partie, j'ai fait un biais en fait, tout bêtement technique. C'est que j'ai éliminé le côté réseau où on est tous en même temps dans le même monde. Je fais en sorte que chacun se balade dans le même monde, mais indépendamment. Donc j'ai un pouvoir supplémentaire par rapport aux grands maîtres de l'Antiquité, parce que ce que j'exploite, c'est une vieille technique de l'Antiquité qui s'appelle l'ars memorativa, ou palais de la mémoire, où l'étudiant marchait derrière l'enseignant. Et le fait de marcher, c'est-à-dire de faire intervenir le corps dans la boucle de commande, fait que vous déclenchez un vieux truc de chasseur-cueilleur, que vous mémorisez mieux les informations parce que vous associez des idées à des lieux. C'est-à-dire en fonction du lieu dans lequel on est, on a un maître qui vous raconte devant une sculpture un moment de la philosophie ou autre chose. Et le fait de faire ça, et le fait que vous soyez en mouvement avec le corps, fait que vous reconnectez avec des processus subconscients de mémorisation que Pierre Berlequin appelle la topomnèse. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai reproduit ce processus-là parce que le fait que l'étudiant m'accompagne, même s'il est sur son ordinateur, moi j'ai le don d'ubiquité, je suis sur l'écran principal, mais je vois les étudiants faire, quand je donnais des cours à Lucas
webcam, les écrans étaient tournés vers moi. Ils me tournaient le dos, les étudiants. Et en fait, je les voyais faire. Et en fait, l'étudiant explore le monde. Ça, c'est une première démarche, une démarche fondamentale qui est à la base même de tous les jeux vidéo et des métavers, c'est l'exploration. On passe un temps fou à explorer, hein. Il y a un plaisir à explorer, très ancien, hein. C'est-à-dire comme les chasseurs-cueilleurs, nous allons devenir les chasseurs-cueilleurs du cyberespace. Et je les vois se balader. Donc, et en fait, alors je vous explique parce que c'est important dans ce qui se produit dans la révolution actuelle. Que font les casques de réalité virtuelle? Les casques de réalité virtuelle synchronisent le système vestibulaire avec la vision. Or, le système vestibulaire, c'est l'équilibre, c'est le corps. Donc, quand vous rentrez dans un monde virtuel avec les casques VR, ce que vous voyez, vous savez que c'est une simulation, que c'est faux, mais votre subconscient le perçoit comme vrai. Résultat, vous avez le vertige quand vous êtes en immersion. Alors déjà, vous imaginez, pour tous les producteurs capitalistes contemporains, c'est le jackpot, là. Hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous adresser, le rêve des artistes depuis des millénaires, vous adresser directement au subconscient des consommateurs. Ça, c'est topissime. Ce qu'on fait, c'est à peu près la même démarche, beaucoup moins performant avec les jeux vidéo. Le fait que l'étudiant est obligé, tout bêtement, de manipuler les touches du clavier pour circuler dans la base de données informationnelle, déclenche exactement le même processus. Le subconscient participe à l'opération d'apprentissage, hein, juste par les doigts qui manipulent le clavier, et favorise la mémorisation. J'ai 80-90% de réussite au QCM de validation des connaissances de l'ANSAM depuis 20 ans. Alors oui, par contre, si tu prends des notes, c'est pareil, tu as raison, mais tu vois beaucoup d'étudiants maintenant dans les amphis en train de noter des trucs. En général, ils sont en train de somnoler ou en train de regarder leur smartphone, tu vois. Mais ils ne participent plus à l'opération d'apprentissage. Mais tu as raison, c'est-à-dire si l'étudiant est actif, tu remets en place ce processus d'implication du corps via le stylo dans la relation dématérialisée. Deuxième question répondue. Alors c'est hyper intéressant là, cette expérience de cours comme ça. Moi personnellement je me suis sentie un peu perdue dans cet espace qui avance vite. Enfin, bon, il y avait aussi beaucoup d'infos que je ne maîtrisais pas, parce que je n'ai pas forcément de background. Et du coup je me demande, est-ce qu'il y a comme vous avez travaillé sur l'histoire de la relation un peu avec le cognitif, est-ce qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité au niveau cognitif? Oui, absolument. Des schémas de pensée qui font que c'est adapté ou pas pour la transmission. Moi, je me suis sentie quelque part un mauvais récepteur. Alors, pour deux raisons. Vous n'êtes pas dans la bonne position là. Normalement, on aurait dû longtemps en avant vous installer des ordinateurs, vous envoyer le logiciel et que tu m'accompagnes. Ça, c'est essentiel. Si tu ne m'accompagnes pas, si tu m'accompagnes pas et que tu fais que regarder ce qui se passe là, tu as le vertige déjà, tu as le mal de mer. Tu es dans un monde qui bouge avec plein de trucs. Comme toi, tu ne diriges pas ta vision, tu vois ce que je veux dire, tu as une sensation d'exclusion, forcément. Tu vois, le message est très riche et mon secteur est saturé. Non, mais alors là, c'est Yann. Hein, ça, tu sais, c'est l'hyperactif qui pense à 2000 km/h. Et donc là, c'est mon défaut. Hein, puis on n'a qu'une heure. J'ai 1 milliard. Ah oui, alors, comme je viens de les remodeler, elles sont pile à la taille. Il faut que je les scotche. Puis elles passent leur temps à tomber. C'est pas grave. Et donc voilà, ça c'est la première réponse. Donc l'idéal eût été que tu m'accompagnes dans le monde. Après, bien évidemment, on sait que c'est pas universel. Ces technologies-là ne sont pas adaptées à tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un certain type de gens qui seront réceptifs et d'autres pas du tout. Hein. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que ça devienne totalitaire et que tu n'aies plus que ce choix-là en termes de pédagogie. D'autant plus qu'on m'a fait une réflexion parce que j'ai bénéficié d'une bourse à Montréal de la SAT, hein, la Société d'art technologique, qui a un gigantesque dôme immersif, et où j'ai fait une démonstration, j'ai créé avec eux un muséum. Mais alors là, on est debout à l'intérieur de l'espace. Tu vois, on inverse la relation. Tu ne regardes pas l'espace dans un écran, tu es dans l'espace immersif, comme on le fait avec un casque de réalité virtuelle. Et j'ai fait une démonstration donc de pédagogie avec ça. Et là, quelqu'un m'a fait une très bonne remarque à l'époque, hein, c'était il y a presque 10 ans maintenant, c'est oui, mais Yann, il n'y a que toi au monde qui peut, 1, fabriquer un monde comme ça, 2, donner des cours à l'intérieur. Ce qui n'est pas faux.
C'est-à-dire ces technologies-là, ces techniques, moi je suis artiste et artiste numérique depuis 40 ans, je maîtrise relativement bien toutes les techniques de modélisation 3D, de choses comme ça, par intérêt personnel et par aussi ma vocation artistique. Et construire un monde comme ça dans Unity, c'est réservé à un très petit pourcentage d'enseignements dont c'est pas ni la vocation ni la formation. Par contre, ce qui est en train de se produire actuellement, c'est que tu as tout un tas de sociétés qui, alors moi j'ai vainement de trouver des partenaires pour le développer, parce que moi je suis pas homme d'affaires, hein, mais j'ai jamais réussi à intéresser des hommes d'affaires sur cette histoire-là. Mais là, il y a déjà des groupes qui sont en train de développer, dont toi d'ailleurs, des espaces, des métaverses qui peuvent être exploités et utilisés pour de la pédagogie, pour des conférences, etc., puisque j'ai participé à l'organisation de tes conférences pour la Val virtuelle. Et là, je suis en train de former des étudiants dans ceux que j'ai sélectionnés. Il y a Spatial qui est pas mal. Un truc qui s'appelle Spatial qui te permet de façon un peu moins difficile de fabriquer un métavers avec Avatar et d'importer tes architectures dedans et qui serait un peu plus facile à fabriquer qu'un monde comme le mien, sachant que ça demande quand même, encore pour l'instant, une relative technicité qui n'est pas accessible, évidemment, à tout le corps enseignant français. Hein. Ça reste quand même pointu, mais là, à travers ces technologies et les nouvelles technologies qui émergent, c'est un peu plus accessible, en tout cas aux jeunes générations. Tu vois, et à nos générations, à nous, ça demande un peu plus d'efforts, parce qu'on n'a pas l'habitude de manipuler ces outils-là. D'autres questions? Oui, Paul. On était parti des peintures préhistoriques. Parle fort, s'il te plaît. Merci. On est parti des peintures préhistoriques, et puis ensuite de la Renaissance, donc de la religion avec Pierre de Chardin. Je me demandais en prenant une analogie marxiste, est-ce que le métavers est le prochain opium du peuple, en fait? Avec clairement, cette période de transition que vous citiez. Tout à fait. Avant d'arriver dans l'espace, à coloniser notre planète. Tout à fait. Alors, je fais juste je vous dis un petit truc important, une petite précision par rapport à tout ce que je vais vous raconter là. J'ai modélisé justement mon enfance. Et alors, il faut savoir que parce que je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a 40 ans, je me suis retrouvé aux Arts Déco à construire un métavers. Hein, c'est pas un métavers, mais c'était en tout cas un monde virtuel immersif. Et en fait, alors mes parents étaient des militants communistes. Alors j'ai remodélisé la maison de campagne de mes parents à l'époque, hein, quand j'avais 14 ans. Donc là, vous voyez le Yan Min dans les bras de sa maman, avec mon père vietnamien, qui avait échappé à un massacre de l'armée française en Indochine. Et c'était des militants communistes à un assez haut niveau du Parti communiste français. À tel point que Waldeck Rochet, Duclos et puis les ambassadeurs du Nord-Vietnam venaient dormir à la maison quand ils venaient passer des vacances. Donc j'étais vraiment dedans. Mais mon père c'était des gens riches, ma mère était prof d'espagnol, mon père médecin, donc j'étais un enfant de communiste riche, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'argent. Et dans l'utopie communiste, il y a l'idée de réalisation. Alors là, je vous montre, parce que c'est quand même pour le fun, le conseil municipal de Lorient à l'époque de ma mère. Et vous cherchez le bug. Est-ce que vous voyez le bug? Hein, il y a une seule femme. Hein, c'est ma mère. C'est ma mère qui... et mes parents étaient, du fait de leur militantisme, s'occupaient énormément des défavorisés. Et mon père s'occupait du planning familial, ce qui fait que je me faisais taper dessus à la sortie du lycée en me faisant traiter de fils d'avorteur. Et ma mère... enfin, ils avaient une très très forte implication sociale. Donc je suis né dans le marxisme. Hein, j'ai été éduqué au marxisme, j'ai fait partie des jeunesses communistes, et je connais le marxisme au point de la révolution par les armes. C'est-à-dire, je savais à 12 ans que la révolution, donc l'avènement de la dictature du prolétariat, ne pouvait pas se faire sans aller buter les anticommunistes capitalistes de l'autre côté. Et mes parents m'ont dit, tu peux choisir soit de faire de l'entrisme et de rentrer dans l'armée pour devenir un général communiste pour le déclenchement de la révolution, parce que c'était très concret, mais c'était pas juste en l'air, hein, c'était vraiment très très concret, ou comme ils aimaient beaucoup les artistes, ou faire de l'art. Alors je sais pas pourquoi j'ai eu un tropisme plutôt à aller dans la dimension artistique, mais du coup j'ai eu une éducation de militantisme communiste et j'ai une relative bonne connaissance et de l'anarchisme et du communisme, les anarchistes étant les ennemis communistes, etc. Enfin, vaste bordel. Donc juste ce petit préalable pour te dire que oui, absolument.
Absolument, il y a dans ce processus-là un truc qui correspond parfaitement à la notion d'opium du peuple, hein, qui d'ailleurs, il y a un mème sur Internet actuellement qui circule, qu'on attribue à Gunther Anders et parfois à Huxley, qui dénonce l'utilisation par le grand capital du divertissement et du consumérisme pour le détourner des choses essentielles, ce qui est un texte qui est en fait d'ailleurs une prosopopée récente d'un philosophe qui s'appelle Serge Carfentan, qui pastiche Aldous Huxley, mais c'est dans l'air du temps. C'est effectivement dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on se défie, on se méfie de ce processus qui est un processus effectivement extrêmement offensif du capitalisme. Alors personnellement, par rapport à ça, j'ai une pensée élaborée complexe qui vaut ce qu'elle vaut. Tu vois, je ne vais pas prétendre refaire Lénine ou autre chose, mais je pense que autant le communisme comme le communisme de l'époque et le marxisme avaient sa pertinence dans le contexte du 19e siècle. Nous avons changé d'époque. Et en fait, l'époque actuelle, le capitalisme est un moteur, c'est un outil qu'utilisent d'ailleurs les Chinois, hein, etc. C'est un outil économique qui a ses dérives, donc nous subissons les dérives d'agrégation capitalistique de l'argent, mais qui est basé sur l'argent. Et en fait, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est l'argent d'un point de vue macluhanien. C'est-à-dire l'argent, c'est un outil. Le moteur principal, c'est un outil. Et en fait, tu fais le même jeu. J'ai fait le même jeu conceptuel que Dawkins et Teilhard de Chardin, c'est-à-dire j'inverse ma pensée. Et si l'argent était un mème, c'est-à-dire est-ce que l'argent ne serait pas une entité vivante ? Tu vois l'idée, qui se sert de nous pour se propager et se reproduire. Et ça marche pas mal. Ça marche pas mal, c'est-à-dire que tu t'aperçois que l'argent, si tu l'aperçois comme une entité vivante, elle était d'abord éparpillée. Hein, elle s'est agrégée à travers les royaumes, les États, elle était éparpillée, différente selon les tribus. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est l'argent en termes d'outils ? C'est un convertisseur universel. L'argent convertit tout en n'importe quoi. La pierre philosophale, c'est la métaphore de l'argent. Hein, tu convertis du plaisir, enfin tu convertis des biens en plaisir, etc. Enfin, ça sert à tout transformer. D'ailleurs, nos grands milliardaires sont totalement dans l'état que Marshall McLuhan appelle la narcose narcissique. Vous chercherez sur Internet narcose narcissique, c'est-à-dire qu'ils sont possédés par le même de l'argent. Hein, et donc, ils explorent. Que va faire quelqu'un qui a un pouvoir absolu, qui a le pouvoir de tout transformer ? Ben, c'est s'attaquer aux phénomènes les plus profonds, aux mêmes les plus profonds de l'humanité, l'immortalité, la quête du voyage dans l'espace, les utopies. Vous les retrouvez chez eux, ils sont emblématiques de ça. Et l'argent est une entité vivante qui se sert de... Alors tu regardes comment elle a évolué. Elle s'est agrégée jusqu'à la Révolution française. On dit d'un point de vue marxiste que la Révolution française a été une révolution bourgeoise, ce qui est vrai. Mais pourquoi les bourgeois ont commencé à se rebeller ? C'est parce que c'est la naissance du capitalisme, on va dire, ou la grande offensive montée du capitalisme, et ils ont besoin que l'argent circule. Or, qui contrôle la circulation de l'argent ? C'est le clergé et l'aristocratie. Donc on va décapiter le clergé et l'aristocratie, et ouf, alors on va virer les vrais prolétaires, hein, Robespierre, on va le dégommer, parce que lui, on n'en veut pas non plus, mais l'argent se met à se répandre horizontalement, jusqu'à récemment, comment ça s'appelle, la mondialisation. Qu'est-ce que c'est la mondialisation ? C'est le moment où les réseaux numériques permettent à l'argent de s'affranchir de la tutelle des États. Hein, l'argent se met à circuler électroniquement, il se dématérialise. Enfin, il avait déjà commencé avant, mais là, il part à fond dans la dématérialisation, il se dématérialise, il se répand. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est génial. Ouais, j'ai eu pareil, j'ai failli mourir d'orgasme quand c'est arrivé. Hein. C'est les bitcoins, c'est la monnaie virtuelle, développée par les libertariens américains, mais pas que. L'extrême gauche américaine des cypherpunks ont contribué à son développement. On a franchi l'argent de la tutelle des banques centrales. C'est-à-dire l'argent prend une véritable autonomie à travers, et c'est pas hasard, nos métavers. Hein, le métavers, il est déjà là, hein, c'est ça que je voulais dire, il est déjà là, il est balbutiant, mais ils sont là, les métavers. Hein. Et l'argent, alors je vous prédis la prochaine étape. On va jouer les prophètes, qui va arriver dans pas longtemps, qui est déjà en cours. Je l'avais prédit au moment où le Bitcoin, les monnaies virtuelles ont émergé. Je me suis dit la prochaine étape, et j'en ai fait une nouvelle de science-fiction que vous trouvez sur le site de Nils Aziomavnov, sur le site du Cube. Bah, l'argent va devenir intelligent, ça va devenir des entités intelligentes. C'est-à-dire les monnaies vont être associées aux intelligences artificielles et vont décider par elles-mêmes déjà au moins de quelles transactions elles vont accepter de faire. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir des monnaies intelligentes.
au même titre, qui sont en permanence en train d'analyser les marchés, en train d'analyser les transactions, et selon la monnaie que vous allez choisir, vous pourrez choisir des monnaies virtuelles vertueuses ou non vertueuses. Prendre la monnaie de la mafia ou la monnaie des écologistes, et ainsi de suite. Et elles vont émerger là, elles sont déjà en cours. Je sais qu'à travers l'Ethereum, il y a déjà des gens qui bossent précisément sur ce concept de monnaie autonome. Ça va? Bon, je t'ai répondu un peu... la licence artistique dans tout ça, c'est honneur, hein, quand même. Ah, mais je suis un artiste, hein, moi je suis un créatif, hein, donc je vous invente des mondes futurs. C'est beau. Pouvoir réfléchir du moment. Oui, non, mais c'est ça ma liberté, hein, c'est ça qui est génial par rapport aux scientifiques, parce que bien évidemment, un scientifique, le moindre des trucs que je raconte, c'est une année de vie entière à valider le postulat et le concept. Par contre, quand même, qu'est-ce que ça fait d'avoir un avatar? Ah oui, l'avatar c'est le... Alors, je vous ai expliqué ce que fait le casque de réalité virtuelle. Il fait intervenir le subconscient dans la relation. La chose extraordinaire qu'on a découvert, que j'ai découvert avec pas mal d'autres, et en particulier dans l'immersion absolue dans Second Life. C'est-à-dire quand j'ai découvert Second Life, je vous le raconte parce que c'est... On a combien de temps 10 minutes pour centrer le débat sur les derniers trucs. Donc en fait, on mange à 45. Juste pour que vous ne soyez pas inquiets. D'accord. Bon, alors je vous fais les détails. En 2007, une amie qui bosse dans le jeu vidéo chez Ubisoft, qui bosse toujours chez Ubisoft, qui est d'ailleurs Karen Guillorel, qui est une grande voyageuse. C'est quelqu'un qui à la fois voyage dans le monde réel et voyage dans les mondes virtuels. Me dit, il faut absolument que tu vois ce que c'est Second Life. Je me connecte sur Second Life, et là ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est lent, ça lag, c'est moche, et il faut payer partout. Et donc, du coup, en plus, j'ai une réaction très macho con, c'est que je l'engueule. Je lui dis, mais c'est quoi cette merde dans laquelle tu viens de m'amener? C'est nul, ça fait chier. Et puis, le lendemain, une autre amie graphiste, notoire d'ailleurs, me dit au téléphone, je lui raconte l'anecdote, et elle me dit, mais est-ce que tu as été voir les donjons sadomaso? Alors là, ça fait tilt dans ma tête. Il faut savoir que dans ma démarche artistique, j'explore la science-fiction, le cyberpunk, le fétichisme, le BDSM, etc. J'ai un champ relativement large et limité à ces secteurs-là dans mes créations. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors, comment peut-on, à l'époque, pourtant c'est une évidence, l'érotisme sadomasochiste existe en littérature depuis très très longtemps. Mais dans ma tête, je ne pouvais pas dissocier la notion d'érotisme sadomasochiste, BDSM plutôt, de la pratique réelle, de l'espace réel. Je ne voyais pas ça dans les mondes virtuels. Du coup, elle me dit, connecte-toi, je vais te faire visiter. Et là aussi, ça fait bing dans ma tête. J'ai envie de me faire visiter, comme si on allait visiter quelque chose. Donc je me reconnecte, et là, elle me montre un truc de ouf. C'est que l'avatar, quand il débute, il ne peut pas dépasser les 300 mètres d'altitude. Mais grâce à un petit hack, on peut monter à 1000 mètres d'altitude. Et là, la majorité, il faut le savoir, Second Life est le plus gros outil de pratique cybersexuelle de la planète. C'est-à-dire la majorité des utilisateurs pratiquent la cybersexualité dans ce qu'ils appellent des skybox, qui sont planqués à 1000 mètres d'altitude. C'est pour ça que j'étais mort de rire quand Zuckerberg a voulu sortir ses avatars qui n'ont pas de bas du corps pour éviter la sexualité, parce que je savais déjà d'avance que ce qui intéressait les gens le plus, comme dans le monde réel, quand tu vas dans les métavers, c'est d'avoir aussi, je ne dis pas que, mais aussi de la sexualité. La sexualité, l'amour, les relations sensuelles font partie des quêtes existentielles humaines. On ne peut pas construire un métavers efficace si on n'a pas accès à cet espace-là. Et on l'a vu dans Second Life, c'est le problème de Second Life, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas du tout politiquement correct. Dès que vous dites, je vais organiser une réunion de travail de professionnels dans Second Life, il y aura forcément quelqu'un qui va dire non, mais surtout pas Second Life, parce qu'évidemment, dans Second Life, il y a toute une part qui appartient au domaine de la sexualité. Et donc, dans les étages. Et alors, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça marche ? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'on puisse s'investir? Comment peut-on s'investir dans une relation, ne serait-ce que sexuelle, mais sensuelle, et d'ailleurs amoureuse? L'un des plus grands marchés sur Second Life, c'est les poseballs. Ce qu'on appelle les poseballs, c'est des petits dispositifs qui permettent aux avatars de mimer des situations. Donc, avec les poseballs dédiés à la cybersexualité, vous avez la majorité des poseballs vendus, c'est dédié à la tendresse. C'est-à-dire que vos avatars miment des actes de danser ensemble, de s'embrasser, de se faire des câlins, etc. C'est pas sexuel, c'est la tendresse. Donc c'est intéressant. Hein, on va développer des dispositifs qui
augmente et qui exprime les relations de tendresse entre avatars. Et en fait, ce qui se passe, alors on l'a analysé, il y a deux choses qui agissent à ce niveau-là, mais la plus importante que la communauté a fini par conclure que c'était ça qui se passait. J'ai une autre façon de l'expliquer aussi. Je suis sur Skype, mon ami est à New York, je suis à Paris, on parle à travers Skype. Donc, visioconférence, vidéo, photoréaliste. On parle, bisous, au revoir. Le lendemain, on est dans Second Life. Et là, on a nos deux petits avatars dans le monde virtuel. Et au moment de se quitter, elle appuie sur Hug. Et là, je vois son avatar qui se déplace et qui enlace mon avatar. Et à ce moment-là, je ressens une émotion très très forte. Une émotion de tendresse, etc. très forte. Et là, je me dis, attends, il vient de se passer un truc anormal. Hier, on était en vidéo photoréaliste. Et on s'est dit au revoir, comme on se dit au revoir d'habitude, avec de la tendresse, mais sans plus. Et là, je viens de ressentir une émotion profonde. C'est-à-dire mon subconscient s'est investi de façon très forte dans juste ce petit truc avec des avatars ridicules dans le monde 3D. En fait, la réponse est simple, et pas simple du tout d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on pense dans les jeux vidéo, c'est pas la relation subjective qui est la plus performante. C'est-à-dire, on pense que parce qu'on reproduit la vision subjective, on va impliquer beaucoup plus fort le joueur. Oui, dans des trucs d'action. Mais en fait, ce qui implique le plus le joueur, c'est la vision de l'avatar à la troisième personne comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans notre subconscient ce qu'on appelle les neurones miroirs ou neurones empathiques qui, lorsqu'ils voient quelqu'un en pied dans l'espace, miment toutes les actions que fait cette personne en tâche de fond subconsciente. C'est-à-dire on ne le perçoit pas. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le subconscient est dans la relation. À ce moment-là, le subconscient n'est plus hors de la relation en train de faire je ne sais quoi ailleurs. Il est impliqué dans la relation, attentif à ce qui se passe. Mais vous n'en avez pas conscience. Et en fait, ce qui se passe, c'est la même chose que d'impliquer le système vestibulaire. Lorsque vous avez vos avatars qui s'embrassent, votre subconscient, le corps, est rentré dans la boucle de commande. Pour vous, c'est bidon, c'est une simulation. Pour votre subconscient, c'est une vérité, c'est la réalité. Hein, il s'est impliqué réellement. Et donc ça, c'est la puissance des avatars, la troisième personne. Et c'est pour ça qu'ils sont essentiels dans la construction des métavers à venir. C'est pour ça que les gens investissent un temps fou à personnaliser leurs avatars. Là, il y a l'autre niveau qui est la individualité. Et c'est pour ça que les avatars, si vous tronquez le bas du corps, vous êtes sûr que vous allez réduire de moitié l'implication du subconscient dans la relation. L'autre élément, c'est l'individualité, c'est-à-dire que ce qu'on sait maintenant, c'est que, moi je dis souvent, le XXe siècle a cassé l'insécable. C'est-à-dire il a détruit, avec la bombe atomique, il a cassé l'atome, qui était supposé insécable, et il a cassé l'individu. L'individu est devenu multiple. C'est-à-dire, vous savez que, par exemple, quand vous êtes au boulot, vous n'avez pas la même personnalité que lorsque vous êtes dans l'intimité. Il y a même des gens qui changent radicalement de personnalité selon qu'ils sont au travail ou qu'ils sont dans l'intimité. Quand vous êtes au sport, vous changez de personnalité. Avec les avatars, c'est un phénomène qu'on appelle l'effet Proteus maintenant. Hein. C'est-à-dire que l'avatar déteint sur vous. Votre avatar génère de nouvelles individualités. L'exemple que je cite le plus souvent dans mes explorations, justement, une des choses que font le plus souvent les gens dans les mondes virtuels, c'est de changer de sexe. C'est-à-dire les hommes vont prendre un avatar féminin et explorer une sociabilité à travers une identité féminine, et les femmes, et c'est pas un fantasme, j'en ai rencontré beaucoup qui font ça, surtout dans Second Life parce que c'est un espace où il y a énormément de femmes, les femmes prennent un avatar masculin et vont explorer une sociabilité avec une identité masculine. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait qu'au bout d'un certain temps, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des choses que vous faites 1 heure, 2 heures, ça peut durer des années. Hein. Dans les mondes virtuels, j'ai tout un tas de relations que je n'ai jamais rencontrées, que je ne connais qu'à travers les avatars. Et en fait, ça génère de nouvelles individualités exotiques, extraordinaires. C'est-à-dire vous pouvez vivre des vies de femmes guerrières, de chevaliers, de dragons, de robots, sauf que vous avez une vie sociale. C'est-à-dire les réseaux sociaux numériques, ce sont des réseaux sociaux. Hein, c'est-à-dire que vous communiquez, vous êtes en relation avec des humains. Les humains, c'est justement pas des robots. Et donc, c'est des relations complexes, extrêmement complexes, dans lesquelles s'investit le subconscient. Et à partir de là, vous générez de nouvelles individualités. Toute la jeunesse contemporaine a pris l'habitude, très naturellement, d'explorer, de générer de nouvelles individualités. Qui faisait ça avant ? Qui pouvait, avant, faire ça ? Eh ben, les comédiens et les metteurs en scène. Et d'ailleurs, on enterrait les comédiens pas au même niveau des autres parce qu'ils étaient suspects. Hein. Un comédien est suspect justement parce qu'il a pluridividualité, il donne l'illusion d'avoir une multiplicité d'individualités. Et on a vu
des comédiens, c'est, comment il s'appelle, le mec qui joue le pirate, là, expliquait qu'à un moment, il avait du mal à sortir de cette individualité-là, moi j'appelle individualité, de ce personnage qui finissait par l'ancrer. Si vous étudiez dans le monde du spectacle tous les personnages emblématiques, vous vous apercevez que ce sont des avatars, ce sont des individualités. Et moi je dis, ce sont des no-entités, c'est-à-dire que parmi toutes ces individualités que vous invoquez, vous avez des identités, par exemple la femme guerrière, des espèces de mèmes très puissants qui viennent et qui vous investissent plus fortement que vous ne le pensez. Mais donc, il pourrait très bien avoir des avatars virtuels qui n'existent pas pour de vrai, avec une... Oui, sauf que, alors c'est une très bonne question. Le problème, c'est que cette notion de vrai. En réalité, le problème, c'est que tu as des relations sociales. C'est-à-dire que les échanges que tu pratiques, si tu veux, c'est pas du Facebook, c'est pas juste textuel. Tu es dans un espace où tu mimes des actions, tu mimes des relations amoureuses, et tu déclenches des pulsions amoureuses, de colère, de violence. Il y a un truc très rigolo dans Second Life, il y a plein d'endroits où il y a écrit « No drama, please ». Pourquoi? Parce que on s'est aperçu qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui adorent faire du drama. Donc il y a un vernissage d'art, par exemple, il y a plein de monde, et là tout d'un coup, dans le voice ou dans le chat, tu vois une engueulade, mais monstrueuse. Il y a des gens qui s'insultent, etc. Et en fait, ils sont en train, à travers leur individualité, d'explorer le drama. Ils font du drama. Ils existent à travers le drama. Ce qui nous renvoie au réel. Tu t'aperçois que dans la réalité, il y a des gens qui adorent faire du drama. Tu vois? Et donc, à tel point qu'il y a des lieux, des espaces dans Second Life, que ce soit d'ailleurs les espaces dédiés à la sexualité, mais aussi les espaces dédiés à la rencontre et aux galeries. Les gens font énormément de galeries. Une des choses que font la plupart des gens dans Second Life, c'est créer leur galerie d'art. C'est très intéressant. Et il y a écrit No Drama Please. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il y a un investissement qui est quasiment identique à l'investissement que tu as dans le monde réel, dans tes activités professionnelles et sociales. Et c'est ça le mystère. Je ne peux pas te l'expliquer mieux parce qu'il y a un moment, c'est initiatique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut le pratiquer pour comprendre l'ampleur. Moi, j'en avais pas conscience, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand Karen me dit, mais il faut que tu ailles dans Second Life, elle avait complètement raison, mais elle bosse dans le jeu vidéo depuis belle lurette, elle avait déjà conscience de la puissance des avatars, tu vois. Une autre amie qui est community manager, par exemple, parce que, évidemment, la sexualité dans les métavers est totalement interdite dans la très grande majorité des MMORPG à cause du fait que la majorité de la clientèle, parce que c'est des clients, sont des adolescents. Hein. Il y a beaucoup d'adultes. Et donc, une société qui fabrique un des premiers métavers vidéoludiques, je dirais français, elle bossait comme community manager et une partie de son boulot, c'était de surveiller que les mômes ne se mettaient pas à faire du cybersexe. Et alors, elle avait une technique très rigolote, je vous la raconte parce qu'elle m'a beaucoup fait rire. C'est qu'elle avait un avatar invisible qui survolait les forêts, et dès qu'elle voyait une clairière avec des chevaliers qui avaient posé leurs armures autour d'eux, elle était sûre qu'ils étaient en train de faire du cybersexe, tu vois, via le chat, tu vois. Parce que évidemment, l'avatar n'est pas dédié dans Second Life, tu peux acheter des sexes pour avatar, mais de la majorité des MMORPG, tu peux pas, ils sont pas équipés pour pratiquer de la sexualité. Donc ils le font de façon métaphorique, tu vois, et en l'occurrence, en étant autre chose et en enlevant leurs armures, tu vois. Voilà, c'est une anecdote. J'en ai 1 milliard d'histoires que je peux vous raconter sur les métavers et sur le futur vers lequel on se dirige. Alors, ce que je vous raconte là n'est que la pâle esquisse. Tu l'as mis en plein conférence, si vous voulez prolonger. Une question est très courte, parce que j'ai adoré l'exemple du Hug. Est-ce qu'on a des exemples inverses? Dans des univers virtuels, on a réussi à créer un ancrage tellement fort qu'on est venu augmenter notre rapport à la réalité. Ah mais, alors c'est ce que je dis toujours, tu as complètement raison. Ce que je dis toujours, c'est qu'il y a un mème aussi qui circule qui est « Oh, c'est affreux, les jeux vidéo, les métavers, etc. » comme l'art et la littérature, ça va nous sortir de notre relation au réel. Ça nous fait perdre la réalité et ça va remplacer la réalité. Alors moi je dis pas du tout, pas du tout. L'exemple que je dis, c'est l'automobile. L'automobile n'a pas remplacé la marche. L'automobile a amplifié la marche, ne serait-ce qu'en vitesse de locomotion, mais aussi en permettant aux gens d'aller marcher près de la rivière, à la forêt, près de la mer. Et elle a rajouté de nouvelles relations au monde qui n'existaient pas avant. Ou très, très exceptionnellement, si on a du temps, je vous raconterai, mais au Moyen-Âge. Mais en tout cas, l'une des relations fortes, évidentes pour tous ceux qui ont pratiqué la conduite automobile, c'est de rouler à grande vitesse la nuit sur les autoroutes en écoutant de la musique. Hein, c'est un vrai plaisir. Moi, je me suis vu, quand j'ai eu ma bagnole pour la première fois à l'âge de 18 ans, prendre la voiture et rouler la nuit en Bretagne sur les voies rapides avec de la musique, rien que pour le plaisir, et passer des heures à rouler. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Les métaverses font exactement la même chose. C'est-à-dire, ça ne remplace pas
À part pour des cas, c'est le même problème habituellement, il y aura toujours des humains pour rester scotchés sur leur bagnole ou sur les jeux vidéo, mais en général, en gros, ça vient rajouter une nouvelle couche de relations sociales complexes, de relations individuelles complexes, qui ont leurs critères, leurs qualités spécifiques, qui sont différentes des relations réelles, mais qui s'ajoutent aux relations existantes. Aussi en termes de sensualité. Ça ne va pas supprimer, je réponds souvent, parce que les journalistes viennent me voir régulièrement pour le marronnier classique, le futur, il n'y aura plus de relations physiques entre les hommes et les femmes, on va remplacer ça par des relations avec des robots. Alors non, pas du tout. Ça vient s'ajouter. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui auront des relations en plus avec des robots. Mais ça ne remplacera pas, et d'ailleurs on le voit avec les métavers comme on l'a vu avec l'Internet. Quand l'Internet a émergé, tout le monde disait à l'époque, tous les intellectuels de la modernité disaient attention, ça va supprimer les relations sociales. Les gens vont arrêter, vont devenir des otaku coincés chez eux. Moi, j'ai jamais autant rencontré de gens que depuis que l'Internet existe, de gens en grandeur réelle. Que font les gens dans les réseaux sociaux numériques? Au bout d'un certain temps, ils essaient de se rencontrer. C'est-à-dire que ça ne remplace pas la relation réelle, et l'un des premiers investissements que font les gens, c'est d'aller vers l'autre. Je ne sais pas si je ne me suis pas perdu dans la réponse que tu espérais. Je suis obligé de faire le gardien du temps pour que nous te remercions de cette performance. C'est moi, je vous remercie de votre attention. Voilà, on a l'occasion de manger ensemble. C'était un vrai plaisir. Il est retour ici à 14h pour une demi-heure d'échange libre, sans intervention extérieure. On recevra Laurent à 14h30. Voilà. Normalement oui. Normalement oui, donc j'ai demandé à cela de fermer. On a tous un fil. Quoi? Un chargeur de USB-C. Alors vous déjeunez ici, au rez-de-chaussée, au-dessus des escaliers à droite. Donc voilà, je suis un petit peu directif parfois, mais je résume tout souplesse. Ne vous inquiétez pas. Et si je le suis trop, vous me le dites pas. Super, matinée contrastée et riche. Non, super. Alors voilà, tu veux un chargeur. Voilà, mon cher ami. C'est cool, c'est bien. Ouais. Ça va pour toi? Très agréable. C'est formidable. Un peu court, mais très agréable. T'as pris une amplitude extraordinaire, une envergure. C'est vrai? T'as couvert des champs C'est vrai, qui sont extrêmement larges. T'es sur le pied, je te... Ah, je lâche ça, moi. Voilà. Chargeur. Donc là, tu as mangé aussi. Je vais bien manger avec vous. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est super. Alors, merci. Super. Bon appétit nous souhaite Erika et Marie-Josée nous souhaitent bon appétit. Et je dis de même. Est-ce que je peux te poser une question encore? Oui, vas-y. Avec ton expérience, ce qu'on a vu qui se déplaçait avec son avatar. Alors, c'est pas mon avatar dans ce monde-là. Je vous ai pas montré ma galerie d'avatars parce que j'en ai 15 ou 20 de vraiment très très différents. Donc, maintenant, je commence à avoir des avatars que j'ai créés moi-même avec Ready Player Me. Vous verrez dans les add-ons que j'ai donnés, c'est dans Spatial. Vous avez une boîte qui commence à proposer des avatars multi-métaverses. Tu vois ce que je veux dire? Interopérable. Voilà, c'est ça. Et que tu peux réinjecter dans différents métaverses. Ça, c'est le futur, c'est essentiel. Il faut que le temps que tu passes à créer ton avatar, tu puisses l'utiliser dans différents métavers. Et là, celui que tu as vu, c'est vraiment une création totale originale, mais qui est plus symbolique. Le personnage bleu, là, qui est plus symbolique que représentatif de mes avatars qui peuvent avoir des looks assez radicaux, quoi. Recording stopped. Là, c'est un avatar, un personnage très original parce que vous êtes artiste, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'uniformisation des avatars? Enfin, moi, je sais pas que les avatars, globalement, sont... Alors, tu as complètement raison. Oui, absolument. Mais tu vas avoir la même diversité que dans l'humanité. Dans Second Life, tu as très peu d'avatars de vieux. Justement, dans Second Life, mon avatar, c'est un vieux chinois avec une canne, exprès par provocation. Les mecs vont avoir parmi leurs avatars soit le mec super bodybuildé, tu vois, le beau mec super bodybuildé, ou la super bimbo, la nana, voilà, c'est ça. Et ça, c'est une majorité. Comme les gens vont avoir tendance à reproduire les architectures les plus ringardes de la réalité.
a pas d'obèses, il n'y a pas de gens... Alors, avec- sauf les provocateurs ou les originaux. Mais il y en a aussi. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu as une majorité d'archétypes, et puis parmi les archétypes, très vite, les gens vont les... Alors, il y a aussi un truc, c'est que les gens vont personnaliser leurs avatars parce que ça permet de t'identifier plus facilement. Du coup, après, au niveau sémantique, est-ce qu'on intègre pas, mais un peu comme déjà les publicités, que, une femme, elle doit être maigre avec un sein, Ah non, mais t'as Ça pire. Attends. ça Non, non. conditionne complètement, je dis, pour les C'est femmes adolescentes non, non, qui ne correspondent pas au canon. C'est-à-dire que, par exemple, tu as la communauté de Gore, une des plus grandes communautés de civilisation. Quelle est la caractéristique de Gore? C'est tiré de romans de science-fiction sur lesquels Comme il se doit, mon cher. c'est une planète où les femmes sont comme les hommes et le rôle de l'homme. Super, alors C'est-à-dire que ça va jusque dans l'impolitiquement correct le plus absolu. C'est pas tout le monde. Tout le monde, en fait, en général, au début, a créé un avatar à son image. C'est comme tout. Et du coup, bah, c'est super que tu puisses dire un avis ça Les gens commencent à avoir des avatars de ça va passer par les archétypes. Et puis après, tu vas avoir des gens avec qui sont des robots, qui sont des animaux, des furies. La deuxième communauté, c'est les furies. Les furies et les échos. Des gens qui ont des avatars d'animaux. La chance, Aux adolescents, Ah oui, oui, et là, tout le monde a un monde d'inspiration. soit pour vraiment avoir les cheveux bleus, etc., dans une provocation. Et vous restez manger avec nous? Ouais, avec plaisir. Pourquoi on a...